Bonjour Cyril. Bon, vous n'avez pas eu depuis les championnats du monde. Bon, on voulait bien sûr vous retrouver pour faire un petit bilan de cette saison 2024 et aussi jeter un petit œil sur ce qui arrive en 2025. Bon, déjà premièrement, un petit bilan rapide. Qu'est-ce que tu retiens de cette saison? Eh bien, la première chose, c'est que on a Pogačar qui l'a dominé, on va presque dire, du début à la fin, avec une maîtrise absolument extraordinaire. Euh, on a un autre personnage qui a aussi maîtrisé, on va dire, tout le début de saison, c'est Van Der Poel, avec des résultats absolument extraordinaires. Et puis un petit réveil français sur le début de l'année avec un certain nombre de victoires rafraîchissantes dans la mesure où même si la plupart, ça n'était pas les grandes épreuves du World Tour, c'est toujours bien, c'est toujours bon de gagner. Gagner, eh bien ça donne envie de recommencer, ça donne confiance à titre personnel, mais également sur le plan collectif, là, ce que euh, on peut dire dans un premier temps sur cette saison qui a permis aussi aux Français, et là j'ai envie de dire merci aux équipes pro d'avoir fait le nécessaire pour que les Français soient prêts pour les Jeux Olympiques, avec cette deuxième et troisième place qui sont quand même assez extraordinaires. Avec des adversaires qui n'étaient pas faciles, une course bien maîtrisée. Et puis, j'ai presque envie de dire, finalement, nos Français n'ont pas eu de chance sur ces Jeux Olympiques, parce que la voiture de Evenepoel était derrière Evenepoel lorsqu'il a crevé à quelques kilomètres de l'arrivée. On aurait pu faire un et deux, finalement, de ces Jeux Olympiques, mais c'est quand même mieux que le plus fort l'ait emporté. Si on revient un peu sur, tu l'as cité, la domination de Tadej Pogacar, c'est pas que la domination de Tadej Pogacar, c'est également celle de toute l'équipe UAE Team Emirates avec 81 victoires sur toute la saison. On a presque vu que du UAE toute la journée, toute l'année, pardon. On a fait une petite analyse sur Cyclisme Actu. Est-ce que l'équipe UAE Team Emirates de 2024 est supérieure à celle de Jumbo-Visma 2023 en termes de saison, en termes de résultats? Laquelle tu placerais au-dessus par rapport à l'autre? Ah, on n'est pas loin du dit quand même, hein. Les Hmm. trois grands tours, un podium complet sur l'un des trois grands tours, personne ne l'avait encore jamais fait. Donc, alors aujourd'hui, Pogacar et UAE, euh, parce que l'information tue l'information, les événements éliminent les événements passés, ça va très très vite aujourd'hui. Mémoriser ce qui s'est passé il y a un an ou deux, il faut presque aller rechercher les archives. Et cette domination de UAE fait passer au second plan l'exploit de Wismar l'an dernier. Alors, il y a toujours des explications à cela. On n'est pas une année au-dessus de tout le monde et l'année d'après mauvais. Je pense que d'abord, il y a eu la grave chute en Espagne et celle de Vingegaard, entre autres, et de Evenepoel également, puisqu'il y était dans cette chute. Malheureusement, il n'y a pas que ces deux coureurs, mais ces deux coureurs avaient quand même une influence sur le déroulement de la saison qui a suivi, qui ont peut-être aussi un peu favorisé UAE. Alors, UAE, vous savez, quand le leader voltige, les équipiers voltigent, hein. Il ne faut pas chercher à expliquer ce qui ne l'est pas. Quand vous avez un grand leader, vous avez de grands équipiers. Ces mêmes équipiers dans une autre équipe sans grand leader, vous retirez 20% de rendement. Et la motivation collective est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai eu la chance de connaître ce genre d'épisode remonté au tour 84 et vous comprendrez ce que je veux dire. On a quand même gagné 10 étapes hein, sur le tour et 1 et 3 au classement général. Lorsqu'il y a cette euphorie de la victoire,
eh bien, ça gagne. C'est logique, c'est normal. Et c'est d'autant plus logique que c'est l'équipe qui a le plus gros budget, qui par voie de conséquence a les meilleurs coureurs. Deuxième voie de conséquence, c'est celle qui a les moyens aussi d'aller chercher les meilleurs jeunes dès 17-18 ans, donc dans les catégories juniors. Et donc, ben, la relève se fait de façon naturelle. Maintenant, est-ce que ça va durer longtemps ou pas? Ça, c'est c'est un autre sujet. Mais il y a pas, c'est pas normal que UAE domine de cette façon-là aujourd'hui, compte tenu de des éléments que je viens d'apporter. Mhm. Pour partir un peu sur le sujet de ces derniers jours, bien sûr le parcours du Tour de France 2025 qui a été dévoilé. Qu'est-ce que t'en penses? On sait que nos lecteurs, eux, sont plutôt contents de ce parcours. Ils l'aiment, on l'a vu sur un sondage qu'on a fait récemment sur le site. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est bien de penser beaucoup de choses sur le parcours, sauf que vous n'avez aucune maîtrise sur la course. Et que on sait, parce que ça a été démontré depuis des années, que c'est pas les parcours qui font les compétitions et qui font le classement. Sont les coureurs qui vont s'adapter au type de parcours. Et plus un parcours est difficile, bah, plus les coureurs sont sur la réserve. Les stratèges des équipes, avec leurs oreillettes, maîtrisent aussi au maximum ce qui pourrait les mettre en danger par des offensives peut-être pas très bien pensées. Donc, chaque équipe va se, euh, va se mettre dans les conditions d'une course par rapport aux adversaires, mais par rapport au parcours. Tout parcours trop difficile bloque la course. Ça, on l'a encore eu sur le Tour d'Italie où il fallait faire plus que les autres, plus que plus. Et finalement, on s'est rendu compte que, eh bien, comme c'est vrai tous les ans d'ailleurs, hein, bah, ça peut se répéter, mais le Tour se joue sur 3, 4 étapes maximum, pas sur les 21 équipes, sur les 21 étapes, pardon. Sauf que chaque étape est un des éléments du puzzle qui va permettre à un moment de faire la décision au travers du plus fort ou des plus forts. Donc on peut tourner ça dans tous les sens. Il en faut pour tout le monde. Les sprinters ont besoin d'exister. Les coureurs, on va dire punchers, ont besoin d'exister. Donc la course n'est pas aussi simple que le parcours peut le laisser paraître. Il n'y aura pas 2 étapes où ça va voltiger et puis 5 où tout le monde va s'écraser. On peut être satisfait du parcours, oui, parce que a priori, on a le sentiment que c'est équilibré. On en reparlera à l'arrivée du tour, si vous voulez. Et un parcours 100% français, c'est quelque chose, c'est positif ou alors c'est de l'ordre de l'anecdotique Non, je m'en fiche complètement. Ouais, quoi, c'est bien ce qui me semblait. Et Qu'il soit totalement franc. Non, mais je parle dans le déroulement de l'épreuve. oui, oui, oui. Non, je trouve que le tour, bah, c'est bien, c'est un des éléments qui fait parler. On a un Tour de France qui est en France. Moi, quand j'entends le mot tour, c'est plutôt autour et pas à l'intérieur. Donc, vous voyez, si, vous savez, les mots ont un sens quelquefois. Ouais, Euh, c'est bien que cette année ce soit comme ça. L'année prochaine, on repartira à l'étranger. ouais. N'oublions pas quand même que le tour à l'étranger, partout où il est passé, ça a ça a toujours été un succès absolument extraordinaire pour vendre le vélo, mais vendre l'image de la France. Si tous les sports le vendaient comme le cyclisme, ce serait bien. Et alors tous les consultants, tous les suiveurs du cyclisme se sont un peu livrés au jeu d'analyse du parcours en mode est-ce que ce parcours du Tour de France 2025 convient mieux à Tadej Pogacar? Est-ce qu'il convient mieux à Jonas Vingegaard? Est-ce qu'il convient mieux à Remco Evenepoel?
Est-ce qu'au final, en résumé de tout ça, on peut pas juste dire que sur sa forme de 2024, de toute façon, peu importe le parcours, il conviendra à Tadej Pogacar. Convient toujours au plus fort. Hmm. Donc, est-ce qu'il convient plus à Pogacar? Bah, c'est bien de commencer à construire des châteaux, sauf qu'on les construit un peu tôt. Et donc, il va y avoir la marée et le château. Vous savez, quand la marée arrive sur le château de sable, la plage redevient la plage. Euh, à l'époque où j'étais donc directeur sportif à la tête de mes équipes, je commençais à regarder le parcours du Tour à 3 semaines du Tour, pas avant. Pour une raison, enfin pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez une première vue le jour de la présentation. Et bon, on n'est pas des imbéciles. Une fois qu'on a vu le parcours, on sait déjà beaucoup de choses. Après qu'on veuille écrire l'histoire, c'en est une autre. Et pour le directeur sportif, vous savez déjà tout. Vous savez déjà pratiquement quel type d'équipe vous allez préparer. Vous savez a priori 6 mois avant les coureurs que vous allez mettre. Et puis 3 mois avant, vous en avez un tiers qui est out. Eh bien, quand on dit c'est un tour plus pour Evenepoel, pour Pogačar, pour Vingegaard ou pour un autre, seront-ils au départ? Alors, à quoi ça sert de faire des scénarios quand on ne sait même pas quels sont les acteurs? Et les acteurs, dans quel état seront-ils? Il y a pas, j'ai encore jamais vu un tour, moi, où tous les plus grands coureurs, que ce soit pour le sprint ou pour la montagne et le classement général, où ils étaient tous au départ. Et j'en ai pas encore vu un parmi ceux qui étaient au départ, qui étaient encore tous là, à moins d'une semaine de l'arrivée. Le tour et le sport a toujours ses mystères. Et aujourd'hui, on est dans cette situation où je ne sais pas si Pogacar sera au départ. Alors, s'il n'est pas au départ, on dira, ah, c'était pourtant un tour qui lui allait très bien. Très Ouais. bien. Mais sera-t-il au départ? Donc, moi, j'ai beaucoup de mal à aller sur. Alors, bien sûr, je lis, j'écoute, j'entends, quelquefois avec un grand sourire, mais quelquefois, il faut aussi combler des minutes d'antenne. On va refermer cette page Tour de France, puisque bon, dans tous les cas, c'est dans très longtemps. On a quelques mois qui arrivent avant ça. Parlons un peu du mercato, qui a été un peu plus calme cette année que l'année dernière, où on avait notamment eu les cas Roglic, les cas Brooks qui avaient animé cette période de transfert. Cette année, quels sont un peu les transferts qui t'ont marqué? Quelles sont aussi les équipes qui font, selon toi, un bon mercato ou pas? Non, il y a Mercato, c'est marrant d'ailleurs parce que je trouve qu'on n'en parle pas énormément. C'est celui de Julien, qui part dans une équipe qui n'est pas World Tour, accompagné, si ma mémoire est bonne, de Hirschi, Hmm. qui a été le meilleur coureur sur les 2 derniers mois de la saison. Euh, Ça, c'est un mercato qui est intéressant. On est très loin du World Tour, on va chercher bien sûr à y aller, et on fait un recrutement qui est XXL. Et ça me paraît très intéressant. Euh, pour le reste de l'ensemble des transferts, c'est relativement calme. Rappelez-vous, il y a un an, c'était des équipes qui fusionnaient, d'autres qui se rachetaient. On était loin de la tranquillité, de la sérénité de cette année, même si on parle de 10 millions d'euros pour Evenepoel pour aller rejoindre la Bora. Oui, bon, ça entretient, ça entretient les commentaires, mais pour l'instant, Evenepoel, il est toujours chez le Fever, et puis on verra bien plus tard. Non, il y a Lenny Martinez qui est intéressant à suivre parce qu'il part dans une équipe qui n'est pas obligatoirement
en phase avec notre culture et peut-être même celle tout simplement des Martinez. Il y a une dynastie Martinez qui a une certaine culture, une certaine idée de ce qu'est le vélo, que ce soit avec le papa, le tonton, le père, voilà, et maintenant j'ai envie de dire le petit-fils. Comment va-t-il s'adapter dans ce monde-là? J'ai pas trop peur pour lui, mais c'est quand même quelque chose qui va être intéressant. Partir dans une équipe dont on a du mal à connaître d'ailleurs la vraie culture aujourd'hui, qui est un petit peu qui est un petit peu en deuxième rideau, parce que Bahreïn, c'est pas l'équipe qui fait rêver aujourd'hui. Et peut-être que Lenny arrivera à faire en sorte que on rêve de cette équipe. Ce sera, à mon avis, difficile. On a parlé du contrat à 10 millions pour Evenepoel qui ne s'est pas fait, mais qui a été mis sur la table. On a eu récemment le contrat de Tadej Pogacar qui a été étendu jusqu'en 2030 avec 8 millions d'euros à la clé. Comment tu évalues justement un peu cette explosion des salaires? Encore une fois, on a l'impression que c'est toujours plus d'argent, toujours plus long. On sécurise sur des contrats de 5, 6, 7 ans. On a des jeunes coureurs qui sont engagés jusqu'en 2030, 2031. Comment tu évalues justement cette tendance-là, toi? Ben, c'est une évolution qu'on a commencé à voir depuis quelques années. À une époque, on signait des contrats pour les jeunes de 2 années. Et je suis bien placé pour en parler, puisque le premier contrat qui a existé, c'est moi qui l'avais fait à l'époque où j'étais président du syndicat des coureurs, donc ça remonte à quelques années. Et donc l'obligation de 2 années pour des néo-pros. Ça a été conservé. Ensuite, progressivement, on est passé de renouvellement de contrat sur une année, voire sur deux maximum. Des fois, quand on faisait signer 3 ans, on avait quelques surprises. C'est que les coureurs devenaient plus ou moins fonctionnaires en disant ben, je vais surtout me battre la dernière année pour retrouver un contrat. Donc, on restait toujours sur des contrats relativement courts. Et puis, au fil des années, eh bien, les choses ont évolué. Les budgets ont aussi évolué, et ça, c'est important. Je pense que le contenu des contrats, je ne les connais pas aujourd'hui, mais je pense que le contenu des contrats a dû également évoluer, et pour cause. Avant, on était plutôt sur culture de contrat français. Après, on est passé, puisque maintenant, vous savez que c'est l'anglais qui est la langue officielle, et que les contrats, la plupart du temps, se font en anglais. Et puis, on a les, les équipes arabes qui sont arrivées avec UAE, Bahreïn, etc. Les compétitions qui sont arrivées également là-bas, pas seulement le cyclisme, le hand, le foot. Donc, il y a un nouveau courant qui arrive. Et là, on arrive aujourd'hui avec des équipes qui n'ont pas de budget dédié. Ils ont le budget nécessaire pour faire la meilleure équipe. Et donc, ils ont la possibilité de faire des contrats à longue durée avec des rémunérations qui sont à la hauteur du talent des coureurs. Mais moi, ça ne me choque pas. Comme je dis, je ne connais pas les clauses. Il va bien y avoir des clauses de sortie d'un côté ou de l'autre. On ne se marie pas à vie sans possibilité d'en sortir. Ah, Ou alors s'en sortir. Sauf pour Wout van Aert au final, qui a signé un contrat à vie. Qu'est-ce que tu en penses toi, de ce contrat à vie de Wout van Aert à la Visma? Eh ben, écoute, quand il aura 82 ans, on en parlera. Et Ça veut rien dire, contrat à vie. est-ce que toi, personnellement, là, dans ce monde du cyclisme 2024, où on a quand même l'impression qu'il y a de plus en plus d'argent, que les jeunes sont exploités, entre guillemets, de plus en plus tôt, et compagnie, est-ce que ça te plairait d'être manager d'une équipe, d'être directeur sportif, ou justement, ouais, ça a trop changé et ça te plairait pas? Alors, je vais répondre à la dernière question. Est-ce que les directeurs sportifs existent encore aujourd'hui? Dans les faits, Tel oui. qu'il Après, était il y a quelques années. hmm. Aujourd'hui, effectivement, dans la voiture, vous avez des gens qui ont l'appellation directeur sportif, qui sont surtout des gens qui communiquent à la radio.
Tu sais, je me suis amusé à faire, parce qu'avant, bon, avant, un directeur sportif, c'est le patron de l'équipe, c'est le patron des coureurs. Aujourd'hui, quand vous prenez un coureur professionnel, dans une équipe, il a au moins, au minimum, 7 référents. 7 référents avec lesquels il va avoir des relations particulières ou privilégiées. Alors rapidement, vous allez voir, ça va très vite. Il a le directeur sportif qui lui est dans la voiture, mais en fait, l'entraîneur est plus important que le directeur sportif. Quand l'entraîneur n'intervient pas, y compris dans les programmes coureurs et et dans la stratégie de course, vous avez derrière tout ça, vous avez le psy, le préparateur mental, le masseur. Vous ajoutez à cela le diététicien qui pèse les carottes râpées et les concombres. Mais chaque personne est en relation directe avec chaque coureur. C'est-à-dire que le coureur, il n'a plus un seul patron dans une équipe, il en a 6, 7, voire 8. D'autant qu'en plus, les directeurs sportifs, tels que les choses se passent aujourd'hui, un jour vous êtes avec Paul, directeur sportif numéro 2, le lendemain vous êtes avec Pierre, directeur sportif numéro 4, ensuite vous vous retrouvez avec le numéro 1, c'est-à-dire vous n'avez pratiquement jamais le même directeur sportif, ou très peu qui a donc rien à voir avec ce qui se passait il y a 40 ou 50 ans, où là, les organigrammes étaient très clairs, simples. Les choses sont beaucoup plus compliquées parce que, en plus, au-dessus, vous avez un manager général ou des managers généraux avec là aussi des responsabilités différentes. N'oublions pas que des équipes comme celle que j'ai dirigée, on était à moins de 50. Aujourd'hui, on est pratiquement à 140, 150. C'est-à-dire que c'est une véritable entreprise. Donc, on ne peut plus regarder les choses de la même façon. Euh, un coureur, quelle est véritablement la personne la plus importante, ce que on appelait le tiers privilégié, c'est la personne avec qui euh, vous allez aller si vous avez le moindre souci. Mais il y a tellement de référents que si vous allez voir votre tiers privilégié, est-ce que vous allez lui dire ça va pas avec Pierre ou ça va pas avec Paul? Et là, on retombe dans une sorte de marasme relativement difficile et complexe à comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, être coureur cycliste, ça va pas toujours être très marrant. Et puis, bah, il y a une conséquence à tout ça. C'est le nombre de coureurs qui passent en burn-out. Moi, j'ai pendant des années des coureurs qui sont passés en burn-out. Oui, on a eu allez, deux ou trois en 5 ans, c'est tout. Aujourd'hui, c'est trois ou quatre par an. Donc, on ne maîtrise pas très bien les choses. Mais on va pas refaire le monde, hein. Moi, j'avais pas de PlayStation quand j'étais gamin, hein. J'allais garder les vaches. C'était pas la même approche. Bon, je pense qu'on a fait le tour hein, avec Cyril. On le retrouvera de toute façon très certainement par la suite sur Cyclisme Actu pour discuter de la suite de l'intersaison et bientôt le début de la saison qui arrive dans moins de 2 mois maintenant sur le cyclisme. Oui, c'est très bien, pas de souci. Bon, on va garder les vaches, hein. Allez, ben, merci beaucoup Cyril. On vous retrouvera ben, bien évidemment dans quelques semaines sur Cyclisme Actu. Et voilà, bonne fin de journée. À bientôt.